Yo les troupes, c'est Nloril et aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 4 ans du groupe Crazy Troops sur Facebook et en même temps on va fêter les 200 abonnés sur la chaîne puisque il y a quelques jours maintenant nous avons dépassé ce premier palier voilà, que je m'étais un petit peu fixé, qui était réalisable je pense. Je pense que le plus dur reste à faire maintenant. Maintenant on va essayer d'atteindre les 500 puis les 1000 abonnés idéalement, mais pour ça il va falloir monter un petit peu le niveau de la chaîne, mais ça, voilà, j'en reparlerai au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, vidéo FAQ, voilà, j'ai posé la question sur le groupe Crazy Troops à l'ensemble de la communauté qui me connaît maintenant depuis 4 ans, depuis la période où j'ai ouvert en fait le groupe. Et voilà, il y a plusieurs questions qui me sont arrivées par l'intermédiaire du post que j'avais créé sur Facebook et par message en MP. Et donc j'ai décidé de reprendre ces différents messages et de tout simplement y répondre comme une FAQ basique que vous avez déjà vu 100 fois sur Internet. Donc ben voilà, la FAQ Crazy Troops, c'est parti. On commence donc cette FAQ avec une première question qui est voilà, bonjour, comment se prononce ton pseudo et surtout d'où vient-il? Alors en fait mon pseudo c'est Endloril, voilà, et il vient tout simplement de la période où je geekais et que j'étais joueur de World of Warcraft. Donc on va dire 2-3 mois avant la sortie de WoTolke, donc Watch of the Lich à l'époque, hein. Je sais plus en quelle année exactement il était sorti, enfin soit. Je jouais en fait un nain paladin, heal, et j'ai eu envie de m'orienter vers le druide heal, et donc j'ai cherché un nom d'elfe de la nuit, puisque je jouais côté Alliance à cette époque-là. Et je suis passé tout simplement par un générateur et c'est le premier nom qui est ressorti. Et tout simplement, c'est le nom que j'ai gardé. Voilà, donc le Endloril, c'est de là que vient. Alors souvent, on casse un petit peu le nom du pseudo en Endoloril ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est toujours plaisant de voir les organisateurs de tournois essayer de prononcer mon nom. Mais voilà, tout simplement, le nom vient de là. Alors, question suivante. Depuis combien de temps es-tu dans le hobby et quelles sont les armées que tu joues actuellement? Alors, je suis dans le hobby depuis Enfin, j'ai commencé le hobby, la première fois, c'était en 2005, un truc comme ça, je pense. 2005-2006. Avec l'achat de la boîte Bataille de Macrage. Voilà, donc il y avait des tyrannides et des SM dedans. J'avais vraiment bien accroché. Et par la suite, j'ai décidé de monter en fait une armée SM à l'époque, que j'ai voulu peindre en ultramarine, et après j'ai décidé de la peindre dans un schéma qui m'était complètement propre en fait. Et tout simplement, par manque de temps et manque de joueurs proches, je pense que c'était la V5 ou la V6, enfin soit, j'avais même pas le livre de règles, hein, pour tout vous dire. En fait, j'ai complètement arrêté le hobby pour reprendre en 2017, je pense que c'était en avril 2017, où en fait j'ai été au magasin Warhammer. Donc Game Workshop Namur, à l'époque c'était Game Workshop, accompagné de 3 personnes qui ont voulu m'intégrer en fait dans le hobby, les frères Cherpion et Johan, voilà, qui m'ont motivé un petit peu à me lancer. J'étais vraiment à tâtons. Au départ, je m'étais dit, je vais pas du tout commencer le hobby. Et puis en rentrant dedans, j'ai craqué en fait pour les taux, qui était une armée qui me plaisait déjà à l'époque, en 2005-2006. Et j'ai décidé de monter une armée taux. Alors en armée que je joue, vraiment jouer, j'ai une armée taux. Voilà, voilà, je crois que je dois avoir 5000, 6000 points de taux. J'ai une armée tyrannide, où là j'ai beaucoup moins, je dois avoir un truc comme 3000 points à tout casser. J'ai une armée Necron que j'ai commencé à peindre lors de la sortie d'Indomitus, en fait, après la sortie d'Indomitus, donc on va dire vers octobre, après la sortie du Codex et de la boîte Indomitus. Et là maintenant je suis en train de monter une armée Iron Joe pour pouvoir débuter donc à Age of Sigmar, mais ça vous le savez déjà par l'intermédiaire des vidéos. Et j'ai d'autres projets d'armée, je ne sais pas encore si ça sera si je vais craquer pour du Age of Sigmar encore ou rester sur du 40k. Dans tous les cas, je jouerai les deux systèmes de jeu avec au moins les Iron Joe et mes autres armées de 40k. Voilà. Question suivante. Selon toi, le codex Tau est-il vraiment mal adapté à la V9 ou alors ce sont des joueurs Tau qui ne se sont pas bien adaptés à la V9, voire les deux?
Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui a été posée par Gizmo. Donc ici, je le nomme. Bah écoute, je pense que le Codex taux n'est pas adapté à la V9. Les mécaniques du taux, ce qui faisait que c'était fort en fait en V8, bah, c'est plus du tout possible en fait en V9, le fait de pouvoir désengager, de pouvoir tirer, tout ça. Pour moi, ce sont des mécaniques qui étaient vraiment propres à la V8. C'est bien que la V9 ait amené d'autres nouveautés. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment grand-chose pour rebondir. Alors le codex a des possibilités. Je dis pas le contraire, ça reste un codex qui tire quand même relativement fort. On a toujours l'Overwatch, parce que ça c'est une des seules mécaniques en fait qui nous reste de la V8. Donc clairement, je dirais pas que, enfin, je dirais que le taux n'est pas bien adapté à la V9. Il n'est pas nul, il y a des possibilités, mais les possibilités sont très restreintes en fait, et ça force à jouer certains types de listes. J'ai essayé pas mal de listes en me disant je vais essayer la polyvalence, je vais essayer de jouer des choses que j'ai pas joué en V8 et ainsi de suite. J'ai fait des listes qui au final, bah, il s'est avéré que soit je rebondissais sur l'armée adverse parce que bah, l'armée adverse avait des bonus défensifs qui sont taillés en fait pour la V9 ou qui sont vraiment de la V9, par exemple les Sista, pour ne nommer qu'elle. Donc en fait, bon, on se retrouve très vite calé en fait dans du taux. En tout cas, quand on part dans des listes compétitives. En milieu, on va dire mou, amical, où on joue un petit peu, voilà, on crée une liste réfléchie, mais sur base de figurines qu'on aime bien, ce genre de choses, sans pour autant aller chercher l'optimisation. Là, il y a moyen de faire des choses, mais voilà, le taux pour moi n'est pas bien adapté. Et je trouve que c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que quand on n'est pas joueur tôt, on a tendance à très vite en fait critiquer les joueurs tôt en disant ouais mais c'est vous qui restez en mode V8, vous sortez les Riptide et ainsi de suite. C'est des choses que je vois souvent sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait les gens ne savent même pas à la limite ce qu'on joue. Il y a peut-être des gens qui effectivement qui jouent tôt, ils continuent à sortir les mêmes listes qu'en V8, je suis entièrement d'accord. La triple Riptide en V9, ça sert à rien de la sortir, clairement. Mais voilà, il y a aussi les joueurs tôt qui essaient de sortir des listes et qui font pas spécialement du bon résultat. Il y a les joueurs tôt qui aiment vraiment bien, qui sont très positifs sur le taux et les possibilités qu'il a en V9. Mais clairement, je continue à dire que le taux V9 en milieu compétitif avec des joueurs qui ont des armées qui sont beaucoup plus adaptées à la V9, clairement, ont un gros avantage. Maintenant, il y a moyen de gagner avec le taux, mais il faut contrebalancer avec le skill et les faiblesses de l'adversaire. Si l'adversaire joue bien son armée, c'est très compliqué, même malgré qu'on va exploiter au maximum le taux, c'est très compliqué d'aller chercher une victoire. Le WTC renforce en fait le problème, d'après moi, pour le taux, parce que, premièrement, ils ont des règles qui changent. Par exemple, la Nova peut pas être déclarée au CAC, je pense, un truc du genre. Enfin bon, voilà. Tout ça, pour moi, ce sont des choses qui sont problématiques en plus pour le taux, parce que ça complexifie encore plus le taux. Euh, et bah, à côté de ça, il y a beaucoup de décors, donc forcément le taux va très vite avoir des malus de -1. Et tirer avec des malus de -1 quand t'es taux et que tu touches sur du 4 plus de base, bah, ça devient vraiment compliqué. Pas impossible, mais ça devient compliqué. Et c'est ce que je dis, ça renforce en fait le fait qu'on doit sortir vraiment une liste qui fonctionne vraiment bien. Là où la V9, bah, justement, il y a une certaine diversité sur pas mal de codex, et pas que les codex V9, qui est vraiment intéressant. Et malheureusement, ça, on peut pas en profiter, donc c'est très frustrant. Donc je dirais que les joueurs, peut-être qu'il y a des joueurs qui ne se sont pas bien adaptés à la V9, c'est tout à fait normal, mais je pense que même en s'adaptant un maximum à la V9, le codex V8 ne recèle pas de choses permettant de vraiment s'en sortir actuellement face à des codex V9. Voilà, V9 et quelques codex, voilà. Si on occulte le fait de ne pas jouer sur des tables WTC et ainsi de suite. Question suivante. Alors là, elle est longue, il y a plusieurs questions dans la même. Vas-tu faire des vidéos de Army on Parade, des membres des Crazy Troops ou de toi? Un CD avec création d'armée complète, genre 1500-2000 points, avec à la fin un événement où les participants se rencontrent pour jouer. Rapport de bataille prévu. Donc ça, ce sont des questions un petit peu plus orientées sur la chaîne YouTube. Donc est-ce que je vais faire des vidéos Army on Parade? Ça pourrait être sympa. Après, c'est vrai que pour mes propres armées, j'ai pas une peinture très. Voilà, ma peinture est pas complètement ouf. Il y a l'effet, c'est tabletop et l'effet est sympa sur table. On me l'a déjà dit et je pense que c'était pas juste par gentillesse. Je pourrais être tenté de faire des Army on Parade, effectivement, de montrer un petit peu des listes d'armées. Mais plus alors dans un contexte, pas d'Army on Parade, mais plus dans un contexte de présentation de listes.
si jamais je faisais venir des intervenants, ce genre de choses. Pour le moment, c'est pas prévu dans l'immédiat. En tout cas, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. En ce qui concerne un CDA de création d'armée complète, genre 1500-2000 points, avec à la fin un événement où les participants se rencontrent pour jouer, ce serait vraiment un excellent projet. Je pense que je pourrais mettre en place ce genre de projet à terme, mais ça sera là encore pas pour tout de suite, quand on sera revenu à la normale et quand on sera un petit peu plus avancé dans cette V9. Parce qu'actuellement, les sorties prennent tellement de temps que les gens démarrent des projets et puis pouf, il y a un codex qui se décide enfin à sortir et les gens changent de projet. Donc je pense qu'une fois que les codex V9 seront pour la plupart sortis, donc à mon avis plus pour 2023, je pense que oui, ça pourrait être intéressant de faire ce type de CDA et du coup, je me réserverai une armée pour ce CDA-là, pour pouvoir la faire. Après, il faut peaufiner un petit peu tout le délire, mais oui, oui, clairement. Rapport de bataille prévu. Alors, les rapports de bataille, ça demande une logistique assez pesante, que malheureusement je n'ai pas. Ça demande du temps aussi, sachant qu'un un tournage, si on veut bien faire les choses, pour moi, un tournage, ça prend pas 3-4 heures, ça prend une journée complète, 7-8 heures. C'est à voir. Il y a moyen de faire des formats beaucoup moins préparés, qui prennent moins de temps. On allume deux caméras et on filme une partie de deux joueurs avec un animateur, voire sans animateur. C'est des choses qui pourraient être faites. Ça pourrait être fait à terme. En tout cas, c'est dans le pipe. J'aimerais bien vraiment pouvoir faire des rapports de bataille, mais il faudra voir de nouveau comment ça peut se goupiller. Voilà. Alors, question économie. Combien de zéros possède ton budget Warhammer annuel? Alors, je pense que annuellement, je craque pas trop. Je pense pas. J'ai beaucoup de figurines parce que j'ai beaucoup stocké en fait quand il y avait des opportunités, quand il y avait de l'occasion. J'ai eu beaucoup de chance aussi, j'ai eu beaucoup de cadeaux. J'ai eu beaucoup de cadeaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de Crazy Troops qui m'ont offert des choses pour me remercier, que ce soit du Conquest, que ce soit des figurines parce qu'ils arrêtaient, ils voulaient me le donner pour que je puisse démarrer d'autres armées, d'autres projets et ainsi de suite. J'ai beaucoup de choses. Je pense que par exemple, je pense que je dois avoir un truc comme 1000 points de DevGuard qui sont sur grappe et qui attendent qu'une chose, c'est d'être montés et d'être peints. Voilà, je pense pas que je dépense annuellement énormément. Bon, comme ça, je dirais, ouais, c'est compliqué. Comme ça, je pense que tous les mois, je dois peut-être mettre 100 euros à tout casser tous les 2 mois. Donc on va dire 500-600 euros par an. Je pense que ça doit être plus ou moins mon budget, tout compris. Donc matos, autant matos que figurines, je pense que c'est autour de ça que je dois tourner. Sachant que ici j'ai opéré, ça fait pas mal de temps que j'ai plus rien acheté, ou alors très peu. Pour la simple bonne raison que j'ai beaucoup à peindre et que j'essaie de liquider un petit peu les choses que j'ai. Donc que ce soit en vente d'occasion ou monter et peindre des figurines, ça va être mes projets sur le long terme, sachant que j'ai encore du Tyrannide, j'ai encore du Tau, j'ai encore du Necron, j'ai mes Iron Joe, j'ai 2500 points d'Iron Joe à peindre. Du Tau, je crois que je dois avoir 7000 points, 5000 points, et il doit me rester 1500, 2000 points à peindre encore en taux. J'ai toute mon armée SM qui n'est pas peinte. Donc j'ai vraiment de quoi faire, je pense. Donc s'il y a des achats, ça sera vraiment plus pour ponctuer, pour pouvoir faire une liste un petit peu sympathique, ou pour craquer tout simplement parce qu'il y a une figurine qui me plaît bien en termes de design pour les armées que je joue. Voilà. J'essaie de ne pas acheter ce que je ne joue pas. Voilà, je ne suis pas un peintre, donc j'ai pas de vocation de prendre une figurine qui va rester sur mon armoire et qui ne sera pas peinte. Donc voilà, je dirais annuellement, franchement, je dois claquer 500 à 600 euros. Mais je suis beaucoup aidé par les ristournes que je peux avoir à gauche à droite, notamment par Sockstore, ou le Bazar d'Hyrule qui fait toujours des prix, ou lorsque je fais des commandes groupées, ce genre de choses. Ici, on a pu débloquer 32% grâce à un petit deal sympa avec le magasin, le Bazar d'Hyrule, que je remercie encore. Et j'ai pu en faire profiter une partie de la communauté qui me connaît bien et des proches. Je peux malheureusement pas faire une publicité complète, mais voilà, donc 32%, c'est relativement très sympa.
Et c'est bien parce que ça a permis d'aider aussi le Bazar d'Hyrule qui, en période de Covid, forcément, à mon avis, ils ont eu beaucoup moins de ventes. Je connais pas du tout l'état économique, je pense que le magasin se porte bien. Ce petit coup de pouce comme ça les aura aidés et eux, ça leur a permis aussi de faire plaisir à plusieurs personnes, donc c'est vraiment cool. Voilà. Alors, question suivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient de débuter à 40K? Sur quoi te baserais-tu pour choisir une armée avec lui, l'aiguiller? Quelle est la plus grosse reproche que tu feras à GW? Lorsque tu construis une liste pour un tournoi, quels sont les points les plus importants selon toi? Selon ton expérience, quels sont les trois éléments principaux qui font la différence entre la victoire et la défaite? La crise Covid a-t-elle joué un rôle sur ton implication comme joueur et comme animateur, créateur sur la chaîne YouTube? As-tu un regret par rapport à Crazy Troops? Alors encore plein de questions. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient de débuter à 40K? Je lui dirais d'essayer de trouver un club, un magasin dans lequel il y a une petite communauté ou quoi. Alors, pour le moment, c'est compliqué avec le Covid, mais vraiment de se renseigner. Les réseaux sociaux débordent aussi voilà, Crazy Troops. Si vous avez une question, il ne faut vraiment pas hésiter à la poser. Il y a aucun problème. Il y a plein de groupes Facebook. Il y a de la bienveillance sur Crazy Troops, donc c'est un bon endroit pour débuter si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un magasin ou un club près de chez vous. Si vous cherchez un club, je vous invite à aller voir dans Crazy Troops, dans les annonces. Vous avez une map, une Google Map que j'ai mis en place sur laquelle les gens ont pu ping en fait des clubs et ainsi de suite. Donc ça vous permet en filtrant de trouver les clubs près de chez vous ou les joueurs près de chez vous aussi. Donc c'est relativement cool. Et ouais, je dirais de commencer par ça, c'est de discuter, de prendre le temps. Parce que il peut y avoir de la frustration parce qu'on achète des figurines et puis on a du mal parce qu'on ouais, ne sait pas trop pour la peinture et on ne sait pas vers qui se tourner. Et je pense que la communication au sein de la communauté est primordiale et il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu le pas pour y rentrer parce que clairement les gens sont vraiment très cool. Voilà. Sur quoi te baserais-tu pour choisir une armée avec lui, l'aiguiller? Alors ben voilà, de nouveau, je dirais ça, discuter, de se renseigner, lire le livre de règles, parce que dedans, il y a du fluff pour les armées, donc ça permet de voir un petit peu. L'esthétique, aller sur le site de Gamershop et passer sur un petit peu toutes les armées pour voir les figurines qui nous plaisent. Je pense que tout ça, c'est vraiment les bases pour choisir. Choisir une armée, c'est personnel. Il y a des gens qui veulent jouer une armée parce que l'armée est forte ou ouais, c'est l'armée pétée du moment ou ce genre de choses. La méta va tourner de toute manière et je pense que c'est Guillaume qui disait il y a quelques jours sur le groupe que un joueur, le mieux qu'il a à faire, c'est de monter sa collection, pas monter une armée. Parce que monter une armée de 2000 points, il suffit que Gamershop sorte une FAQ ou un truc et boum, notre armée qui est hyper conçue parce qu'on a fait un copier-coller d'une liste ou alors on a soi-même fait une liste parce qu'on a bien lu le codex et ainsi de suite. La méta va changer, et puis on va être déçu parce qu'on aura acheté des figurines qu'on va pas jouer, les figurines vont rester sur l'étagère. Ça fait partie du hobby d'avoir une collection de figurines. En taux, j'ai énormément de trucs, et la plupart des trucs, je les ai jamais sortis. D'ailleurs, ils sont pas peints, parce que je les sors pas justement, je ne peins que ce que je joue. Ça permet de construire sa collection au fur et à mesure. Et voilà, tout simplement, faut se faire plaisir visuellement. Une armée qui est un jour nulle, peut-être que avec une FAQ, une mise à jour, une nouvelle version, elle va devenir bonne. Donc faut y aller vraiment au coup de cœur. Même si je peux comprendre la frustration lorsqu'on joue une armée qui est bof. Voilà. Dans tous les cas, quand on débute, on a toujours l'impression que si on joue contre des joueurs qui ont de la bouteille, on a toujours l'impression que en fait, notre armée est nulle alors que c'est pas ça. C'est juste qu'il y a énormément de choses à apprendre en fait. Euh, Ne serait-ce que sur le jeu de base avant de maîtriser son armée pour vraiment en tirer le maximum. Donc se faire plaisir. Moi j'ai choisi les taux. Sans savoir qu'en V8 ça allait être fort, parce que j'ai commencé les taux fin V7. Et voilà, je n'étais pas comme maintenant sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, donc je ne savais pas si le taux allait être bon ou pas en V8. Donc voilà. Lorsque tu construis une liste pour un tournoi, quels sont les points les plus importants selon toi? Je lis les scénarios, les scénarios qui vont être pris pendant le tournoi, ou en tout cas, ici c'est le chapter GT 2020, donc les nouveaux scénarios vont sortir dans 2 semaines. Mais voilà, je lis les scénarios, je regarde ce que les scénarios demandent pour scorer, et je fais une liste qui permet de réaliser en fait les secondaires et marquer des primaires au maximum. Ce qui est compliqué avec le taux du coup, mais voilà. C'est comme ça en tout cas que je fais ma liste et c'est comme ça que je conseille de faire. Même chose pour Age of Sigmar. Age of Sigmar, ça sert à rien d'avoir une liste où on a de la létalité pure et tout le bazar, parce que si on n'a pas un minimum de map control, on pourra pas scorer parce que le jeu Age of Sigmar c'est un jeu de map control, donc c'est la même logique. Voilà.
Selon ton expérience, quels sont les trois éléments principaux qui font la différence entre la victoire et la défaite? Alors, pour moi, c'est la connaissance des règles de base, de skill et ainsi de suite. La connaissance de son codex. Si on connaît les datasheets par cœur, on se perturbe pas en fait dans une partie et on peut vraiment se focaliser sur la réflexion de comment on va jouer, comment, voilà, comment je vais me déployer, à quoi je vais faire attention, et ainsi de suite. Si on doit commencer à aller dans le codex pour regarder les datasheets, la force des armes, sur combien je touche et tout ça, là on se parasite et en fait on passe plus de temps à chercher ces infos-là, à les donner vite à l'adversaire pour avancer et en fait on passe à côté de l'élément stratégique en fait de la partie et ça malheureusement ben, ça porte préjudice donc il faut vraiment étudier son codex. Et sinon je dirais en dernier lieu la connaissance des autres armées. Si vous jouez contre une armée que vous ne connaissez pas du tout, bah forcément, si l'adversaire fait en sorte d'aligner les planètes et que vous n'avez pas l'occasion de pouvoir voir c'est quoi justement les planètes qui doivent aligner et où est-ce que ça va faire mal, bah vous ne pouvez pas anticiper en fait le mouvement, ce qui va se passer et donc vous allez un petit peu à la défaite. C'est pour ça qu'une défaite dans une game, bah, c'est pas grave à partir du moment où vous réfléchissez à pourquoi vous avez perdu et qu'est-ce que vous auriez pu faire pour contrer en fait ça. Et c'est comme ça qu'on assimile en fait des choses. Je vais prendre un exemple tout simple. Les ultramarines, je pense, c'est ça. Ils ont un stratagème qui leur permet de redéployer 3 unités ou des 3 unités, enfin soit. Et bah, voilà, si votre adversaire va aller poser un char alors, avec une belle ligne de vue que vous pouvez avoir et ainsi de suite, avec vos canons laser, tout ça, que vous allez mettre toutes vos unités, vous, pour pouvoir le shooter dès que vous avez le T1, et que manque de bol, il utilise le stratagème, il va le redéployer ailleurs et tous vos trucs sont, je sais pas, dans une ligne de vue justement pour vous faire avoir. Voilà, si vous le savez pas, vous faites avoir la première fois, vous le saurez la fois suivante et ça sera assimilé. Faut pas avoir peur de perdre une partie, mais il faut juste réfléchir. Après, c'est compliqué au début parce qu'on sait pas trop comment analyser les parties, mais ça vient en discutant avec les adversaires, ce qu'il faut vraiment pas hésiter à faire. Un débriefing avec votre adversaire qui vous ait battu ou que vous ayez gagné, c'est toujours bon à prendre parce que vous allez tous les deux en ressortir. Voilà, vous achetez une bière, ça fait de l'argent pour le club, l'association qui vous accueille, et en plus de ça, vous apprenez des choses, donc c'est vraiment tout bénef. Selon ton expérience, quels sont les... Non, pardon. La crise Covid a-t-elle joué un rôle sur ton implication comme joueur et comme animateur créateur sur la chaîne YouTube? As-tu un regret par rapport à Crazy Troops? Le Covid a eu... bah oui, forcément, parce qu'il y a eu une baisse de motivation, parce qu'à partir du moment où on ne joue pas, bah, c'est compliqué d'avoir la motivation de présenter des choses. Donc oui, ça a eu une implication, ça c'est clair et net. Le calendrier joué a aussi été pas mal perturbé, donc moins de sorties, donc moins de nouveautés, moins d'entrain, la hype diminue, et avec la hype qui diminue, forcément, à partir du moment où tu fais pas des vidéos comme des rapports de bataille, ce genre de choses, ça devient compliqué. D'ailleurs, les rapports de bataille, il y en a eu pas mal qui étaient faits par des chaînes YouTube, et au final, c'était toujours les mêmes armées qu'on voyait, toujours du SN, toujours du Necron, toujours ci, toujours là. Voilà, je pense que le Wargame sur YouTube a été affecté par le Covid de toute manière. Mais d'un autre côté, ça permettait justement aux membres de la communauté d'avoir droit à leur dose de hobby, alors que eux étaient confinés et ainsi de suite, suivant les pays et les règles qui étaient imposées. Donc oui, ça a eu clairement une implication. J'ai très peu joué. J'ai pu rejouer grâce à Tabletop Simulator. J'ai été papa pour la 3e fois aussi pendant ce confinement. Donc les nuits ont été courtes et du coup ça a eu aussi une implication. Mais voilà, clairement le Covid a eu une grosse implication et j'ai hâte vraiment de pouvoir revenir à la normale pour et réfléchir un petit peu à du contenu différent et des choses différentes qui pourraient être faites en dehors de ce studio que je me suis monté. Un regret par rapport à Crazy Troops? Non, au final non, j'ai pas de regret. Là, si, j'ai un regret, c'est que j'en ai parlé dans une question précédente, mais parfois j'ai l'occasion de pouvoir amener des ristournes de par les contacts que je me suis fait ou voilà, les magasins qui veulent sponsoriser et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que je peux pas faire globalement sur la chaîne Crazy Troops parce qu'il y a des magasins et surtout en période de Covid où tous les magasins ont du mal pour le moment. On va pas se mentir. Et donc c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre par respect pour ces magasins-là de faire une publication globale pour dire voilà
On peut faire une grosse commande. Voilà, tous les Belges qui sont sur vous, peut-être les Français, je sais pas, suivant le deal que je pourrais avoir. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire, mais je ne peux pas, malheureusement. Voilà. Et alors, j'aimerais organiser un event Crazy Troops, un tournoi ou ce genre de choses. Et ça, de nouveau, c'est quelque chose qui, au niveau logistique, déjà, je j'ai pas les compétences pour ça. Je suis pas quelqu'un de très organisé, on va pas se mentir. Et voilà, je pense que c'est les deux gros regrets. J'espère qu'un jour, peut-être même par l'intermédiaire de la chaîne YouTube, j'aurai l'opportunité de faire un truc comme ça, amener des réductions pour les membres de la communauté ou ce genre de choses, globalement, et pas petits groupes. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui, malheureusement, c'est un regret. C'est un regret. Voilà. C'est un de mes deux regrets. Et l'event que j'aimerais bien organiser, mais ça, voilà, ça sera sans doute un jour, mais on ne sait pas encore quand. Alors, pour toi, comment s'annonce l'avenir du hobby en Belgique? L'équipe nationale belge a-t-elle des chances au WTC pour être dans le top 3? Voudrais-tu faire partie de l'équipe belge de 40K ou AOS? Voudrais-tu vivre de la chaîne ou du hobby? De quoi manque le hobby pour être vraiment complet? Serait-il pour la création d'un championnat par équipe en Belgique de 40K ou AOS? Un peu comme un championnat de football avec la création d'une fédération de Warhammer Belgique. Alors il y a c'est beaucoup de questions. Voilà. Guillaume, tu as posé beaucoup de questions. Je répondrai à tout. Pour toi, comment s'annonce l'avenir du hobby en Belgique? Euh, je pense que ça s'annonce bien. Le hobby est que ce soit en Belgique ou en France, le hobby est en plein boom. Il y a de plus en plus de gens. La communauté, enfin, il existe des points qui permettent aux gens, pas nécessairement que Crazy Troops, hein, parce que comme je dis, il y a les clubs, il y a les associations, il y a plein de choses qui sont faites pour regrouper les gens. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup plus de communication entre les clubs. Donc ça, c'est quelque chose quand je suis rentré dans le hobby, j'avais plus tendance à entendre des clubs se taper un petit peu dans le dos, à tour de rôle. Tous, tous, voilà. Tous ceux, en tout cas au début, quand voilà, j'entendais tous. Mais voilà, ici, les gens ont l'air plus dans la discussion, dans l'ouverture, les prêts de matériel et ainsi de suite. Il y a vraiment des gens sur le terrain qui font vraiment des trucs de ouf, qui se voient pas spécialement parce qu'ils se foutent pas devant une webcam comme moi je fais et ainsi de suite. Forcément, j'ai plus de visibilité parce que je fais ça. Mais voilà, il y a des gens qui font vraiment énormément et je pense que grâce à ces gens-là et tout ce qui a été mis en place pendant la V8, la V9, sincèrement, s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été, la V9 aurait été excellente. Malheureusement, ben, le Covid est passé par là et il y a des gens qui vont être moins motivés à continuer du boulot qu'ils ont entamé en V8. Et c'est malheureux, mais compréhensible. Donc j'espère que le hobby, je pense que le hobby s'annonce bien à l'avenir sans problème, je pense. L'équipe nationale belge a-t-elle des chances au WTC pour être dans le top 3? Alors je pense que l'équipe nationale belge, je ne suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je ne veux pas rentrer dedans parce que j'ai pas le niveau, j'ai pas le temps. Parce que ça demande du temps pour se consacrer. Il y a des frais, tout ça, c'est pas un problème. Mais en ce qui concerne le temps, je n'ai pas le temps. Le temps, moi, je suis très limité. Je fais plein de choses différentes, donc je ne peux pas faire ça en plus. Mais je pense que clairement, l'équipe belge a moyen de faire quelque chose. Parce qu'on a des joueurs dans l'équipe belge. Je pense à Liam, Tom, Guillaume, voilà. Je pense que ce sont tous des joueurs, et il y en a d'autres, je pense que Jean-Yves Peters, même chose, il monte en puissance et tout ce qu'on veut. Alors je ne suis pas dans les coulisses, donc je ne sais pas, je n'ai pas le meilleur profil que pour analyser, voilà, je ne suis pas Guillaume par exemple qui connaît les joueurs et qui a l'expérience du WTC, mais clairement je pense que l'équipe belge a des personnes de qualité. Je ne sais pas s'ils sont capables de faire un top 3, tout simplement parce que on a beau avoir 3-4 joueurs excellents, il faut une équipe. Et malheureusement, c'est très compliqué, je pense, pour l'équipe belge de créer un roster avec des gens qui s'entendent bien et des joueurs de qualité qui pourront, comme ça, aller chercher un top 3. Donc je pense que ça peut être compliqué, mais en tout cas, je leur souhaite parce que clairement, je sais que les gens qui sont vraiment dedans, impliqués, sont vraiment bien impliqués. Donc ça, c'est tout le bonheur que je leur souhaite de pouvoir aller chercher un top 3. En tout cas, ce serait complètement ouf. Voudrais-tu faire partie de l'équipe belge? Non, non. Voudrais-tu vivre de la chaîne ou du hobby? Vivre de la chaîne ou du hobby? Alors, vivre de la chaîne, c'est pas possible.
C'est pas possible parce que on est un public, le hobby, c'est un public de niche. Donc c'est très limité. Et encore plus parce que je fais des vidéos en français, ce genre de choses. J'ai 200 abonnés, c'est rien du tout. Le jour où j'arrive à 10K, je dis 10 000, je dis pas le contraire. Mais là, en l'état, je n'espère pas vivre de la chaîne, j'espère simplement partager ma passion. Si dans 10 ans, je suis toujours là à faire mes vidéos sur mon truc, bah, j'espère que ça aura pris au bout de 10 ans quand même. Mais voilà, globalement, non, c'est pas un monde dans mon optique. J'ai un boulot qui me plaît et voilà, qui me satisfait. Je n'ai pas spécialement envie de vivre de la chaîne. Et le hobby, non, je préfère garder ça comme un hobby et pas que ça devienne un boulot. Voilà, pas que ça devienne un boulot. De quoi me manque le hobby pour être vraiment complet? Ben, j'aimerais bien, tu t'en parles un petit peu après, mais c'est une fédération. J'aimerais bien une fédération belge du hobby. Je sais qu'en France, actuellement, donc il y a la FEC qui, en fait, donc j'ai appris ça il y a peu en discutant avec quelqu'un, que la FEC, en fait, n'est pas une fédération, c'est une association. Et la différence est que voilà, c'est une association, donc ils font du bon boulot, tout ce qu'on veut. Mais voilà, je sais qu'il y a des fédérations qui sont en train de se faire, notamment dans le sud de la France et dans le nord de la France, que potentiellement les Belges pourraient être contactés. Alors, je n'ai aucune info précise là-dessus, donc je vais pas dire n'importe quoi non plus. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en France et ça pourrait être intéressant si ça déboulait chez nous, clairement. Avec une ligue et ainsi de suite. Il y a une ligue dans le nord de la France qui va se lancer. Et pourquoi les Belges ne pourraient pas faire partie de cette ligue, sachant qu'on s'entend très très bien au niveau du hobby avec le nord de la France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut voir comment ça sera fait, qui le fera et si les personnes qui prennent ça à charge ont assez de neutralité que pour faire un truc vraiment sympa pour la communauté belge, quoi. Donc on verra. Alors, autre question, je continue, hein, pour toi, le hobby, c'est avant tout. Alors, pour moi, le hobby, c'est avant tout le partage et la passion, tout simplement. La figurine que tu trouves la plus belle et celle que tu trouves la plus dégueulasse. Alors là, question. La figurine que je trouve la plus belle, euh, je dirais Shadow Sun, mais ça serait pas objectif. Non, la plus belle, j'aime vraiment bien le Mokrusha. Le Mokrusha est vraiment une très belle figurine pour Edge of Sigmar. Euh, ouais, je dirais le Mokrusha pour le méga boss sur Mokrusha, pour Edge of Sigmar. Et dans le 440K, j'aime vraiment bien le Lord Discordant. Voilà, j'aime vraiment bien le Lord Discordant. Là, si je dois penser à une figurine, là, comme ça, c'est la figurine qui me plaît le plus. Voilà, voilà. Les goûts et les couleurs, hein. La plus dégueulasse, par contre, je suis vraiment pas fan de tous les véhicules Primaris. Voilà. Je, tout ce qui est véhicule, donc Repulsor, Impulsor et ainsi de suite, ça me parle vraiment pas en termes de. C'est trop, trop, trop carré et trop, trop cubique. Je suis vraiment pas fan de ces trucs-là. Voilà. C'est ce qui me plaît le moins d'un point de vue design. Quel est le comportement que tu détestes le plus venant de ton adversaire? Euh, la mauvaise foi et alors, ouais, je dirais la mauvaise foi, la triche. Parce que malheureusement, on est dans un hobby et il faut tout pour faire un monde et il y a des gens qui trichent. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas en rencontrer. Je ne suis jamais tombé sur un joueur où ça s'est mal passé en tournoi ou ce genre de choses. Donc ça, touchons du bois, clairement. Même s'il y a eu peut-être une discussion houleuse et ainsi de suite, grosso modo, je pense que les joueurs que j'ai affrontés étaient pour la plupart hyper réglo et tout, donc vraiment gros big up à eux. Par contre, je déteste le fair play. Tu sais, quand tu joues contre quelqu'un, que le gars, il a l'ascendant sur toi, il te bat et il fait une couche de. Tu sais, il te met la pommade, quoi, tu vois. Fair play et tout. Et que, en fait, bah, tu te rends compte que derrière, que dès qu'il perd, il est prêt à lancer ses figurines parce que, voilà. Ça, je supporte pas ça. J'aime pas ça.
Quelqu'un qui gagne, il gagne, j'ai pas de problème avec ça. Mais passer la pommade juste pour dire de faire belle et derrière, euh, non, ça, c'est pas trop mon truc. Ouais, c'est pas trop mon truc. Que dirais-tu à la communauté? Oh, ben, merci. Merci. Voilà, merci parce que vous. Il y a tellement de choses que je fais en me disant, mais Christophe, c'est calamiteux ce que tu fais, c'est pas une bonne idée, c'est nimp, tu fais nimp, ta manière de communiquer ou tout, et ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça parfois que je fais et que je me dis, mais oh, c'est nimp. Et en fait, les gens sont toujours derrière. Voilà, par un mot gentil, par un like, et ça, franchement, c'est. Alors peut-être que derrière, ça y va, hein. Peut-être, hein. Je suis sûr et certain, hein. Mais voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a vraiment une bonne ambiance et les gens sont tellement sympas qu'au final, j'ai pas, il y a pas à se prendre la tête en fait. C'est que du bon, c'est que du bon. Il y a pas à se prendre la tête. Donc merci, merci parce que si la communauté n'était pas comme ça, je prendrais pas le temps de faire ça, clairement. Parce que ça me donnerait pas envie de partager avec des gens qui sont fermés, ce genre de choses, ou qui sont... on peut être négatif sur des choses, mais la communauté est tellement... Ah, sincèrement, merci. Voilà, merci. C'est ce que je dirais. Voilà. Peux-tu nous raconter l'histoire de Crazy Troops? Comment cette idée est arrivée? Depuis combien de temps a commencé l'aventure? Voilà. Alors l'aventure a 4 ans maintenant, un petit peu plus de 4 ans. On a fêté les 4 ans il y a peu de temps, là. Comment ça a commencé? Alors en fait, j'ai commencé le hobby. Il y a du dossier, un petit peu. En fait, j'ai commencé le hobby donc par l'intermédiaire de Sébastien, Nico Cherpion et Johan, voilà, qui étaient des potes qui jouaient, voilà, ils jouaient à Warhammer, hein. Et ils cherchaient en fait à rassembler d'autres joueurs et tout. Et je leur ai dit, bah, écoutez, moi je veux bien, mais je viens d'acheter une maison. Ma femme, on attend un enfant, je vais être fort occupé, j'aurais pas l'occasion de pouvoir me libérer comme ça des après-midi entières à venir taper, enfin jouer les figurines avec vous, ce genre de choses. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Et en fait, ils avaient un groupe Facebook où ils discutaient du hobby là-dessus, et j'étais rentré là-dedans au début. Voilà, et tout. Il m'avait dit, ouais, pas de souci, là. Et donc en fait le temps est passé, on était en train la maison dans laquelle je suis maintenant, est en travaux, on rafistolait tout ça un petit peu. Puis j'avais mon boulot, j'avais la naissance, on était retourné enfin on avait quitté l'appartement où je vivais, enfin bon soit. Et en gros j'étais fort occupé, j'avais pas le temps pour le hobby, pour découvrir le hobby réellement. J'achetais les figurines, je les stockais et je dis ben, je commencerai plus tard. Il y a la V8 qui était annoncée, donc je me dis je commencerai à la V8 et tout ça. Et en fait j'ai tellement traîné qu'un jour, je me suis rendu compte que j'avais été kické du groupe. Bon, je me dis, bon c'est pas sympa. Donc j'ai contacté, oui, mais tu t'es jamais dispo, t'es ci, t'es là. Je dis, bon, ouais, bon, ils ont raison d'une certaine façon, mais de là à me kicker sans rien me dire, voilà, bon, soit. Sans rancune, sans rancune. Crazy Troops n'existerait pas si vous n'aviez pas fait ça. Euh, Et donc, en fait, moi, je me suis dit, bah, ça va. Un petit peu pris dans mon orgueil, j'avoue. En fait, j'ai un groupe. Voilà, et je me suis dit, bah, je vais créer un groupe que je vais gérer moi-même. Et les personnes que je vais rencontrer, je vais les rajouter au fur et à mesure. Donc ça, c'était le début de Crazy Troops. Donc j'ai commencé à rajouter des gens. Donc voilà, j'ai discuté, tout ça. Euh, donc j'ai commencé à créer Crazy Troops. J'ai invité Johan, Sébastien et Nico Cherpion. Je les ai invités dans le groupe. Voilà, je gérais le groupe, donc ils pouvaient plus me kicker. Et au pire, ils pouvaient eux partir. J'ai aucun problème avec ça. J'ai rencontré des gens en fait dans le hobby. Raphaël Laï qui m'a fait des parties d'initiation, tout ça. J'ai pu discuter avec pas mal de gens. J'ai rencontré Nico Mantior qui jouait tôt à l'époque. Et en fait, en discutant, on s'est mis d'accord pour aller au tournoi à la Tour d'Ébène, donc en septembre 2017. Et donc il fallait monter une armée. Donc j'ai monté mon armée et tout. Elle n'était pas peinte, soit tout chou couché en bleu. Et j'ai été faire un tournoi à la Tour d'Ébène. Et en fait,
Avant de faire ce tournoi-là, j'avais fait des achats. J'avais été un petit peu chez Full Option à Charleroi. J'avais été chez Casse Départ. J'avais été donc j'étais à la Tour d'Ébène pour le tournoi, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait communautaire. C'est-à-dire que chez Casse Départ, j'ai rencontré des gens qui avaient des figurines, mais les figurines traînaient, prenaient à pousser en fait sur leur étagère. Euh, mais ils étaient passionnés. Ils étaient passionnés, mais ils savaient rien faire de leurs figurines parce qu'ils avaient personne autour d'eux qui me disait. Bon. Et donc ça, le full option, ben, là, il y avait des gens qui étaient motivés, mais ils en avaient un petit peu marre de jouer toujours contre les mêmes. En gros, voilà. Enfin, c'est pas qu'ils en avaient marre, mais ils voulaient un petit peu de nouveauté, ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait comme ça des groupes de personnes, des clubs, qui jouaient un petit peu dans leur microcosmos, enfin, voilà, leur propre environnement de jeu, et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais pourquoi pas baisser en fait les barrières? Pourquoi ne pas avoir un lieu de rassemblement? Et je me suis dit, ben, t'as créé les fous du 40e. Alors, c'était les fous du 40e au début. C'était le premier nom de Crazy Troops. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un groupe? Et je dis, mais j'ai un groupe en fait, Facebook. Et donc, je me suis dit, je vais faire de la pub. Je vais essayer de rassembler les gens de plein d'horizons différents. Et les gens qui viendront, peut-être qu'il y aura 7 personnes qui viendront d'un coup du même club dans le groupe ou ainsi de suite, mais ils parleront pas, enfin s'ils veulent parler entre eux, ils iront dans leur groupe voilà, où ils parlent d'habitude, et sur les fous du 40e, ils parleront avec les autres gens, et voilà, ils feront leur truc, quoi. Et je verrai un petit peu comment ça va évoluer. Et en fait, ça a très bien évolué. Ça a très bien évolué, le groupe a grossi. Je pense que quand on a terminé à 100, 120, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'en fait, c'était pas 40e, normalement c'était 41e, donc j'ai changé le nom du groupe en foot du 41e. Et puis le temps a passé, on est arrivé à 200, et là en fait je dis, il faut que je change de nom, le nom il est pourri. Le nom il est pourri. Et c'est Nico, Nico Rasse qui m'a. Je lui dis, on va balancer des noms comme ça et tout. Et je pense que c'est lui qui m'a aiguillé vers Chris Hope. J'ai dit, mais j'aime bien. Je pense qu'il m'avait dit deux noms. Et j'ai pris chaque partie, Crazy et Troop. Et je dis, hop, et ça passe. Voilà, on fait ça. Et donc j'ai renommé, donc merci Nico, parce que c'est grâce à toi. Je sais plus dans quel contexte exactement, mais je sais que tu as participé au choix du nom d'une certaine façon. Et hop, du coup, ben, le groupe était fait, et puis ça, tout simplement, ça a grossi en fait. Ça a grossi. Ce que je m'étais dit, c'est ne fais pas ça, ne prends pas ça au sérieux, trop au sérieux. C'est-à-dire, laisse les choses évoluer. Essaie de tenir un petit peu un cadre avec les valeurs que moi je voulais avoir. Les gens ont été très respectueux en fait. Euh, ouais, sincèrement, la majeure partie du temps, les gens étaient très respectueux. Il y a pas, j'ai jamais eu besoin vraiment de modérer le groupe. Euh, dans de rares cas, ce qui est normal quand on finit à 300, 400 personnes sur le groupe, forcément, ça demande à être un petit peu plus modéré. Mais voilà, je pense que. En fait, je me suis rendu compte que la communauté s'élève d'elle-même, en fait, grâce aux gens qui sont dedans. Et des personnes désagréables, des cons ou tout ce qu'on veut, il y en a toujours. Et en fait, ça sert à rien de lutter contre ces gens-là. Si quelqu'un te dérange, si par exemple je dis quelque chose et que ça dérange quelqu'un, la personne n'a qu'à juste ignorer. Si ça la fait chier que d'autres personnes m'écoutent ou discutent avec moi ou d'un sujet ou ce genre de choses, c'est à partir de là, ça devient un petit peu plus personnel, entre guillemets. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'intervenir quand on dit quelque chose qui ne convient pas, pour moi, ça devient plus personnel. Et en fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup ça sur le groupe. Il y a eu ça un petit peu. Il y a pas, c'était pas, voilà. Et en fait, le groupe a grossi de lui-même, tout simplement. Et moi, j'étais juste, je l'ai déjà dit à plusieurs, je suis juste un administrateur du groupe, en fait. Je suis juste l'administrateur du groupe et j'essaie de vous partager les news pour les gens qui ne traînent pas sur Facebook à longueur de temps. Alors, je ne traîne pas sur Facebook à longueur de temps, mais voilà, j'ai des notifications dès qu'il y a des news qui arrivent et j'ai l'occasion de pouvoir vous les partager dès que j'ai le temps très facilement. Et donc, du coup, ben, hop, c'est comme ça que ça se fait. Et donc, le groupe, en fait, s'est fait comme ça. Et voilà, j'ai grossi,
J'essaie de créer des contacts avec des youtubeurs, voilà, des gens comme Corbac, des gens qui en imposent en fait dans la communauté pour pas pour dire ah mais il connaît, non, ça on s'en fout, mais c'est juste pour ramener potentiellement ces gens sur le groupe, parce que ces gens ont vraiment un avis à donner sur certaines choses. Et parfois, il y a des gens qui ont des avis différents, mais il y a une discussion qui est faite, et du coup, les gens peuvent participer à ça. Et je me rends compte qu'en fait, ça a mis sur le devant de la scène, sur le groupe, ça a mis sur le devant de la scène des questions qui pouvaient se poser dans la communauté, mais que si tu n'es pas vraiment intéressé par ce que fait la communauté, tu n'es pas au courant. Et donc, ça permet comme ça de suivre un petit peu le fil. Et le groupe, voilà, le groupe c'est créé comme ça et a évolué comme ça. Et maintenant, ça suit son cours. On est plus de 500. Et c'est que du bon, quoi. C'est vraiment que du bon. J'espère vraiment que Crazy Troops durera encore longtemps. Parce que clairement, il y a le côté rassemblement est complètement ouf. C'est complètement ouf. Je veux dire, quelqu'un qui veut actuellement, quelqu'un qui. Alors, ça donne un côté, je me lance des fleurs et tout, mais du tout, mais me dire que quelqu'un qui a envie de tester les tournois peut, par l'intermédiaire du groupe, parler avec des gens pour avoir des conseils, aller au tournoi, ne pas se retrouver tout seul isolé pendant le tournoi, pouvoir profiter du tournoi parce que on va discuter avec ses adversaires, on va faire connaissance, mais voilà, tout le monde n'est pas hyper sociable à discuter avec tout le monde comme moi je peux être, d'aller taper la converse à n'importe qui. Tout le monde n'est pas comme ça. Et se dire, mais voilà, je vais aller et je sais que, ah ben, il y a un tel de Crazy Troops, bah voilà, ça, voilà, hop, je vais aller me glisser un petit peu au milieu d'eux. C'est un point commun qu'on a. Et en fait, bah, les gens passent même s'ils sont dans leur partie, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour communiquer, et ainsi de suite, les gens sont beaucoup plus à l'aise. Et en fait, voilà, c'est kiffant. C'est pour ça que je faisais entre guillemets, analyses de liste, alors que j'ai pas des compétences de ouf quand je faisais ça en V8. Parce que voilà, je mets en avant les gens. Donc les gens, ah, eh ben, il a parlé de ma liste, donc ça veut dire qu'il sait que je vais au tournoi, il y va aussi, ben, donc je pourrais aller lui dire bonjour, tout ça. Et effectivement, les gens, voilà, les gens, quand je vais en tournoi, les gens viennent me dire bonjour et tout. Alors, c'est toujours marrant parce que je les reconnais pas. Je veux dire, moi, je connais les gens, la plupart, par leurs photos de Facebook, on va pas se mentir. Et bah, voilà, c'est plaisant de pouvoir discuter avec les gens de la communauté, parce que de nouveau, il y a des gens de tous les coins. Je n'ai pas une accroche avec tout le monde, mais clairement, moi, les gens, je préfère que quelqu'un vienne me dire ah, tu m'as saoulé à tel moment, ou ah, ça m'a saoulé, ou quoi. Et puis voilà, ouais, allez, on boit une bière et t'inquiète, je vais pas mal le prendre. Je préfère ça. Ah, plutôt que taper dans le dos, faire belle en face, et puis voilà, ça c'est quelque chose que je supporte pas. Euh, mais voilà, faut de tout pour faire un monde, et clairement, je suis content d'avoir lancé ça, d'avoir commencé ça, et qu'après, ça a grossi comme ça a grossi. Et bah, je crois que tous les mois, je rencontre une personne ou deux dans le hobby voilà, qui me donne envie de continuer à avancer là-dedans. Enfin, j'ai revu des potes que j'avais des études avec la vie de famille, le boulot, tout ça, j'avais perdu de vue. Donc voilà, c'est vraiment rassembleur comme hobby, et ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà, c'est tout bon. Alors, question suivante, voilà, il y a quelqu'un, je ne citerai pas son nom, vous pouvez le voir sur le groupe de toute manière, qui m'a posé énormément de questions par poste. Donc je vais essayer de regrouper un petit peu les différentes questions. Donc, quels sont les projets futurs de la chaîne, des ambitions pour 2021-2022? La faction de 40K qui te pose le plus de problèmes niveau gameplay, esthétique, et vers laquelle tu n'iras jamais. Depuis combien de temps tu es dans l'aventure GW, et avec quoi, quelle armée? Et avec qui avais-tu débuté? Comment qualifierais-tu ton niveau en peinture? As-tu envie d'évoluer dans ta peinture? Quel sentiment éprouves-tu d'avoir créé un lien, point de rassemblement de la communauté? Ta vision de 40K est-elle plutôt fun, mais compétitif, ou hard compétitif? Voilà, j'ai encore une chier de questions, effectivement, il m'a mis la blinde de questions derrière. Bah écoute, je vais essayer de répondre à tout ça. Bah, les projets futurs de la chaîne, bah, ça, je vais profiter que tu poses la question, ça tombe bien. Il faut savoir que donc, la chaîne, je fais ça tout seul, et je me rends compte que pour avoir une chaîne de qualité, il faut du contenu assez souvent, en fait, qui sorte vraiment de manière
ponctuelle, je vais pas dire quotidienne parce que tous les jours c'est impossible. Et ça, je peux pas le faire tout seul. Et je sais que je ne suis pas le seul en fait à vouloir avoir une chaîne YouTube et pouvoir partager en fait des choses avec la communauté. Il faut savoir qu'une chaîne YouTube, ça ne rapporte pas d'argent à moins de faire une cagnotte, un Tipeee ou ce genre de choses. C'est pas, voilà, c'est pas dans mes projets actuellement d'essayer de gagner de l'argent sur ce que je fais. Ce que je fais depuis le début dans la communauté, je l'ai toujours fait de bon cœur et par passion, vraiment. Et par partage, parce que la communauté m'apporte énormément. Et les projets futurs, ben, ça va tout simplement être l'introduction dans la chaîne de 3 nouveaux membres. Donc vous avez déjà pu voir Quentin qui a déjà fait 2 vidéos. La vidéo est sortie justement ce jour où j'enregistre. Voilà, je ne sais pas quand sortira cette FAQ. Donc il a déjà fait 2 vidéos et ben voilà, sincèrement, il fait du super boulot. Je crois il fait limite même les meilleures vidéos de la chaîne. C'est clairement. Il pourrait très bien me dire, écoute Christophe, je vais faire ma chaîne sur le côté. Ça me ferait chier parce que ces vidéos sont vraiment très intéressantes et de qualité. En plus, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment un très bon feeling et je dis pas ça pour le garder. Et donc, bah, il a rejoint la chaîne et il y a 2 autres personnes qui vont rejoindre la chaîne prochainement. Je pense qu'aux alentours de juillet, je vais pas trop en dire, mais aux alentours de juillet, la chaîne va changer pas mal. Elle gardera le nom Crazy Troops. Voilà, ça c'est quelque chose que les personnes ont bien voulu m'offrir pour avoir débuté le projet. Donc ça c'est vraiment cool de leur part. Et voilà, on sera 4 à travailler sur la chaîne. Il y a pas, on ne compte pas agrandir l'équipe. Pour le moment, on va rester à 4. On va voir un petit peu comment ça va tourner. Voilà, ça va être les ambitions pour 2021-22. Donc fin 21 et 22. Ça sera ça. Ça sera vraiment d'essayer de pérenniser un petit peu la chaîne et essayer de faire monter le nombre d'abonnés et sortir du contenu de qualité en fait qui plaira en fait à un maximum de gens. Voilà. Pour le moment, c'est vrai que je sais que dans les 200 abonnés, il y a beaucoup de gens qui me suivent simplement par sympathie pour moi et je les remercie parce que c'est que du bon, c'est vraiment un kiff. Et ben voilà, maintenant il faut aller chercher un peu plus de monde et pour ça il faut des vidéos de qualité. Donc on va travailler là-dessus pour essayer d'avoir un spectre assez large que pour plaire un maximum à la communauté et bah, apporter toute l'aide qu'on peut apporter en termes de connaissances du hobby et ainsi de suite sur différents points. Alors la faction 40K qui me pose le plus de problèmes en termes de gameplay, en termes d'esthétique, je n'ai pas du tout envie de jouer de l'Eldar. Voilà, le Drukhari, j'avoue que le codex Drukhari quand il est sorti, j'ai vraiment apprécié, j'ai sorti la vidéo Fastlist et j'ai découvert du coup le codex Drukhari et ça m'a quand même relativement bien plu. Après, je suis pas du tout attiré par l'esthétique. J'aime bien chez le Craft World les fantômes, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Avec le casque allongé comme ça. J'aime vraiment bien, mais dans l'ensemble, je suis pas fan de l'esthétique et l'armée voilà, ne me plaît pas plus que ça. Voilà, donc c'est vraiment l'armée que je suis quasiment sûr de ne jamais commencer. Euh, Parce que voilà, j'ai eu des petits moments où j'en ai parlé un petit peu, mais au final, non, non, c'est pas. J'ai rien contre l'armée, hein, voilà, j'ai rien contre l'armée en elle-même, mais c'est plus le style que j'ai vraiment du mal à accrocher. Voilà, j'aime les taux et j'aime pas les Eldar. Il y a des gens, ils vont dire que c'est con, mais voilà, c'est comme ça. Alors, ben, l'aventure, je l'ai dit, donc depuis 2017, hein, début d'année 2017, mars-avril. Et j'avais débuté donc avec les frères Cherpion que je salue, et avec Johan. Euh, alors mon niveau de peinture, ben, je l'ai dit, tabletop. Hein. As-tu envie d'évoluer dans la peinture? La peinture, c'est vraiment quelque chose que je me force pas à le faire. Ça me fait plaisir de peindre mes figurines. Là où avant, c'était vraiment du forcing, je ne voulais pas peindre. Mais par contre, non, j'ai eu à un moment donné une envie de m'améliorer, de me lancer sur un projet de peinture. Et au final, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça et j'ai besoin d'avoir une armée rapidement peinte pour rapidement pouvoir la jouer. Tabletop Simulator va m'aider à condenser un petit peu ça parce qu'il y a moyen de jouer du coup une armée, le codex sans pour autant avoir l'armée peinte. Mais voilà, dans l'immédiat, je pense pas que je prendrai des cours ou ce genre de choses pour améliorer mon niveau de peinture. J'ai déjà eu 2 prix à la Tour d'Ébène, ils ont été très sympas avec moi, avec mes taux et mes tyrannies, donc on verra mes Necrons, peut-être mes Iron Joe, mais voilà.
Quel sentiment éprouves-tu d'avoir créé un lieu, point de rassemblement de la communauté? Ça, c'est. Ce serait mentir de dire que j'ai pas une certaine fierté. Je suis content en fait de comment le groupe a évolué. Je crois qu'à certains moments, j'ai dû faire des choix et j'ai fait des bons, parfois j'ai fait des erreurs et ainsi de suite. Et la communauté ne l'a jamais, n'en a jamais tenu rigueur en fait. Faut savoir que il y a eu des moments où j'avais peut-être moins de motivation et ainsi de suite pour des raisons X, Y en rapport avec le hobby ou sans rapport avec le hobby. Et en fait, quand je vois le nombre de personnes qui me contactent en MP, qui sont pas spécialement des personnes qui participent énormément sur le groupe, hein, mais qui me contactent tout simplement pour me remercier, pour me dire de continuer, de ne pas lâcher, ou qui tout simplement interviennent quand il y a des discussions un petit peu rentre-dedans qu'il peut y avoir. Bon, il y en a plus depuis un moment, hein, mais voilà, il y en a eu à un moment donné. Ben voilà, tout ça, c'est que du positif et ça me fait plaisir. J'ai fait ce groupe parce que j'ai créé ce groupe au départ parce que je voulais trouver des gens pour jouer, pour partager en fait ma passion. Et au final, je me rends compte que le groupe en lui-même ben, est devenu un point de rassemblement pour d'autres personnes que moi. Et à partir de là, c'est que du bon. C'est vraiment que du bon. Donc grosse fierté, grosse fierté. J'espère que Crazy Troops durera des années et des années. Même si je dois passer la main à un moment donné parce que c'est plus possible ou quoi, je le ferai à contre-cœur, mais je le ferai. J'aurai du mal. Mais voilà, c'est vraiment une fierté. Mais j'aimerais, je serais encore plus fier si j'étais vraiment sur le terrain à organiser des choses et ainsi de suite. Voilà, je pense que des gens comme Guillaume, Loïc Mouton du Maledictum, la team Beaujeu, Fabien voilà, Fabien top du top, c'est mon chouchou moi, de la Tour d'Ébène justement, bah, tout ça pour moi ce sont des groupes qui organisent des choses sur le terrain, qui font des choses concrètes, et ça, c'est vraiment top. Les Inglourious Basterds, même chose. Voilà, tout le monde sait, je pense que maintenant c'est de notoriété publique, que c'est pas, je m'entends pas spécialement hyper bien avec Pierre qui gère les Inglourious Basterds, mais voilà, c'est un club et j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres du club chez Team Beaujeu. Et sincèrement, bah, ouais, c'est des gens qui sont dans la continuité de tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le hobby jusque-là. C'est des gens qui kiffent, qui font leur passion, qui discutent de leur passion, qui partagent, et c'est que du bon. C'est que du bon. Voilà. Donc, voilà, gros big up aux Inglourious Basterds aussi, parce que, voilà, clairement, c'est objectivement, sincèrement, voilà. Eux aussi font des choses concrètes, ils organisent des événements et ainsi de suite. Et bah, j'ai hâte que le Covid, qu'on revienne à la vie normale pour revoir un petit peu les événements et les gens participer à des événements parce que c'est un point d'honneur que je me mettais de mettre en avant les événements pour pousser les gens à y participer. Ma vision 40K, c'est. Alors, je vais pas dire que c'est du hard compétitif parce que je suis pas du tout dans le hard compétitif, mais je dirais que c'est du compétitif, voilà, du compétitif fun. J'aime bien jouer face à plein de styles d'adversaires. J'évite pas spécialement les adversaires balèzes. Voilà, Jean-Yves, je t'affronte quand tu veux de nouveau, il n'y a pas de souci, je veux bien me reprendre une branlée. Voilà, j'aime bien essayer de faire des listes compétitives, mais clairement, je n'ai pas le, j'ai pas je mets pas le temps dans l'apprentissage et ainsi de suite nécessaire que pour vraiment de faire de l'ultra compétitif. Et mon niveau de jeu est pas top, donc voilà. Pour le moment, j'ai fait quatrième, un tour, enfin un tournoi au Maledictum où j'ai gagné deux parties sur trois. Euh, je vais essayer de faire mieux, mais voilà, ça reste mon top pour le moment. Voilà. Alors voilà, c'est ici que s'arrête cette FAQ. Donc voilà, forcément, on n'est que 500, tout le monde ne s'est pas prêté au jeu, tout ça. Je sais bien qu'il y a des gens, je remercie d'ailleurs Guillaume Jackie d'avoir posé autant de questions, parce que c'est lui qui a posé la plupart des questions. On ne va pas se mentir, on va rester transparent un maximum. Mais voilà, clairement, j'avais envie de faire une FAQ, et il y avait pas mal de gens qui étaient motivés à le faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Vous avez posé vos questions, j'ai répondu. On en reparle dans 4 ans, peut-être avant. Peut-être avant, peut-être une petite FAQ si la chaîne YouTube grossit comme on a envie qu'elle grossisse d'ici les prochains mois. Mais ça, j'en reparlerai à un autre moment. Mais voilà, dans l'immédiat, clairement, voilà, cette FAQ, c'était un petit plaisir aussi que je voulais me faire. Et puis, c'est une page qui se tourne. C'est une page qui se tourne parce que le groupe Reddit sur Facebook va continuer. Je vais continuer à alimenter, je vais continuer à participer avec vous. N'hésitez pas, si vous avez envie de faire des lives Facebook, si vous avez envie de partager vos peintures, si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie de, de, de- de demander pour participer à un tournoi, les conseils, tout ce que vous voulez, allez-y. Le groupe est là pour ça. Faites-vous plaisir. Surtout, n'hésitez pas. Et en ce qui concerne la chaîne YouTube, ben, voilà, je pense qu'à partir de juillet, ben, jusqu'aux 200, bon, on est arrivé à 200 grâce à Quentin, mais jusqu'aux 200 premiers abonnés, ça sera beaucoup en partie du taf que moi j'aurais fait et voilà, pour me enfin, que les gens ont suivi par sympathie pour moi, donc merci beaucoup encore. À partir de juillet, on espère pouvoir sortir du bon contenu. Vous verrez que l'équipe qui est derrière est vraiment bien. Et c'est des gens qui sont vraiment motivés à faire vraiment des choses. Et ça, c'était primordial. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.